Donc voilà, bah écoutez, à nouveau bienvenue pour cette conférence qui est la troisième que je donne dans le cadre de la France Design Week. Lundi, c'était une conférence sur le design, meubles, mode, espace et mode de vie, l'art de transformer les besoins en solutions. Hier, c'était sur le design événementiel, l'art de transformer un lieu pour la magie d'un instant. Et aujourd'hui, c'est design et nature, la quête d'une relation symbiotique. Voilà, bon, je rappelle un peu le contexte, mais bon, vous le savez déjà, voilà, c'est dans le cadre de France Design Week que je fais ces conférences et dans le cadre aussi de la coopérative dans laquelle j'appartiens professionnellement, qui organise différents événements autour de la France Design Week. Donc, je vais vous proposer une petite présentation personnelle si vous le voulez bien. C'est pas obligatoire, mais histoire qu'on sache, bon, qu'on sache un peu qui est là et si, voilà, s'il y a des choses. Bon, là, vous l'avez, Aurélie, tu l'as déjà un petit peu dit, Alina n'était pas encore arrivée, donc si tu veux faire une petite présentation, Aurélie. Oui, alors, bon, allez, je vais mettre la vidéo, tu te sentiras un peu moins seule peut-être. Voilà, merci. Moi, c'est Aurélie Faure, je suis architecte d'intérieur sur Montpellier, sensibilisée à la rénovation durable et éco-responsable, et voilà. Ok, Allez, merci. Synthétique. Alina, tu vas refaire une petite présentation pour Aurélie qui ne te connaît pas? Oui, alors bonjour Aurélie. Du coup, je m'appelle Alina. Euh, je viens de sortir d'études. Donc moi, je suis basée à Toulouse et je viens de sortir d'études là en juin. J'ai eu mon diplôme à l'ISDAT à Toulouse. Et là, je me suis récemment lancée en freelance, donc tout ce qui est design mobilier, design d'espace, ça m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, là, c'est les tout début, quoi. Super, merci Alina. Ok. Donc aujourd'hui, alors moi je vais me présenter vite fait, donc j'ai déjà un petit peu fait, mais donc je suis designer indépendant depuis 6 ans, mais en fait dans mon parcours, j'ai pas arrêté d'alterner entre des périodes d'indépendant et des périodes de salariat. Donc j'ai déjà été indépendant dans le passé aussi. J'ai un parcours créatif depuis tout petit, mais au niveau des études, j'ai commencé dès la seconde à faire un bac art appliqué, ensuite un BTS design produit. Ensuite, un diplôme, un DSA, diplôme supérieur d'art appliqué à Paris, à l'école Boulle, qui est une école plus spécialisée dans le mobilier. Et comme mon père avait fait aussi l'école Boulle, il était ébéniste, j'ai vraiment un coup de cœur, un attrait particulier pour le meuble, notamment pour le bois, le travail du bois. Voilà, ensuite, j'ai continué sur un DEA conception de produits nouveaux, donc quelque chose de beaucoup plus intellectuel, conceptuel, j'ai envie de dire, théorique, donc aux arts et métiers à Paris, l'ENSAM. Et voilà. Puis ensuite, j'ai eu un parcours varié. J'ai d'abord été freelance pour une start-up qui se montait dans justement l'éco-design. Voilà, une agence de valorisation des éco-technologies. Ça a duré quelques mois, mais après, la start-up n'a pas perduré. Ensuite, j'ai travaillé chez IKEA en tant qu'architecte d'intérieur décorateur pour aménager les espaces dans les magasins. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie du meuble, donc chez Pariso Meubles, qui est un des principaux, voire le plus gros fabricant de meubles de grande distribution en France. Donc, il fabrique les meubles pour But, Conforama, Fly, tout ça. Donc, voilà, là, j'étais directement au sein de l'usine à concevoir, designer, concevoir les meubles qui vont être fabriqués directement dans l'usine derrière, et qui vont ensuite être vendus en magasin. Ensuite, je suis parti, je me suis mis en indépendant et j'ai travaillé beaucoup pour des agences de communication dans lesquelles j'ai été amené à faire plein de choses différentes. Que ce soit du graphisme, de l'archi intérieur, de la scénographie événementielle, du design de mobilier. J'ai vraiment tout fait au sein de ces agences de com. Voilà. Ensuite, j'ai une période où j'ai un peu arrêté les activités de design. Et puis ensuite, j'ai fait du design événementiel en tant que scénographe événementiel à Paris, enfin à Saint-Denis exactement, chez venteprivée.com. Donc ça, c'était l'objet de la conférence que j'ai fait hier.
Là, je faisais des scénographies pour des événements privés, donc avec tout un parcours, un processus de création qui allait de l'idée jusqu'à la mise en place de la scénographie sur place et le démontage. Donc, voilà, c'était quelque chose de très complet, à la fois du graphisme, de la scénographie, de la conception, de la fabrication en atelier. Donc, c'était assez riche. Et ensuite, j'ai quitté Paris pour m'installer vers Montpellier, où je me suis mis en freelance là, depuis 5-6 ans, je suis arrivé juste avant le Covid. Donc voilà, et au sein donc, de la coopérative Créalide. Et du coup, dans mon parcours, j'ai été amené à traverser un peu toutes les dimensions de la création et du design, bon, comme la plupart des gens qui sont dans ce domaine-là hein, en général. Mais du coup, j'ai illustré ça sous forme des dimensions. Donc en fait, j'ai été autant amené à faire de la 2D, donc la dimension visuelle, que de la 3D, la dimension spatiale, ou de la 4D, où j'ai rajouté une dimension temporelle, donc de l'image, du graphisme, image, identité visuelle, de l'objet, du meuble, de l'espace, de l'événementiel, de la scénographie. Et j'ai pensé qu'on peut ajouter d'autres dimensions autour du design, notamment ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la dimension globale qui prend en compte les notions sociétales et environnementales. Donc les designers sont amenés, appelés aussi à travailler sur ces sujets-là, soit en intégrant ces valeurs-là dans les meubles ou l'image ou l'événementiel, soit même en utilisant notre créativité pour des projets proprement tournés autour de l'environnement, du changement sociétal. Et j'ai rajouté une autre dimension, je mets la dimension conceptuelle, donc immatérielle, dont tu parlais tout à l'heure, Aurélie, de Marie qui a fait une conférence justement une forme de design qui était immatérielle en fait. Donc c'est un peu dans cet ordre-là, sur le principe d'idéation, de recherche d'idées, de concepts, d'analyse, etc. Donc il y a une partie du design qui peut être immatérielle aussi. Et on va la voir aussi dans la conférence là, comment le designer peut aussi avoir une approche qui n'est pas sur le plan matériel, quoi. Donc voilà, donc l'objet de la conférence, en gros, la question, c'est pourquoi et comment le design cherche-t-il aujourd'hui à renouer avec la nature? Donc le fil conducteur, c'est la nature comme modèle, comme ressource et comme partenaire. Du design symbiotique, au-delà de la limitation, une collaboration, donc la recherche de la symbiose entre l'homme et la nature. Alors, juste pour un petit rappel, la notion de symbiose dans la nature, c'est une relation gagnant-gagnant. Enfin, c'est pas forcément gagnant-gagnant, en tout cas, c'est une relation où il y a une interaction entre deux espèces différentes. La plupart du temps, c'est gagnant-gagnant, mais ça peut être une relation aussi de parasite. Mais ce qui nous intéresse dans la symbiose, c'est les relations gagnant-gagnant. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve presque la plupart du temps dans la nature. On parle souvent de loi de la nature, comme quoi c'est la loi du plus fort, mais dans la réalité, dans la nature, on retrouve beaucoup plus de relations symbiotiques que de relations de compétition. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc le plan de la conférence, on va déjà voir pourquoi le design cherche-t-il à renouer avec la nature, et ensuite comment le design cherche à renouer avec la nature. Et c'est sur cette deuxième partie qu'il va y avoir beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire. Et il y aura plusieurs sous-parties. Et troisième partie, donc l'expérience et l'approche personnelle. Donc, je vais vous présenter des exemples de réalisation personnelle qui sont en lien avec cette démarche écologique ou d'inspiration à la nature. Voilà, et puis une petite conclusion et partage. Juste à tout moment, si vous avez envie d'intervenir, de dire quelque chose, vous n'hésitez pas. Je vais peut-être parfois vous proposer d'intervenir si vous le souhaitez. Mais vraiment, l'idée, c'est que ça puisse aussi être interactif et que vous puissiez vous exprimer à un moment donné, quoi. Donc, même si je vous le propose pas, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat si vous avez quelque chose à dire ou une question à poser. OK? Donc, alors déjà, pourquoi le design cherche à renouer avec la nature? Alors, il y a les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux, les enjeux commerciaux et les opportunités d'innovation. Donc les enjeux environnementaux, c'est une société de consommation versus le bien-être de l'environnement. Les enjeux sociétaux, nous sommes dans une société en crise avec de plus en plus une quête de sens et de valeur. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et que notamment vous vous intéressez à ces sujets-là.
Et c'est quelque chose de plus en plus important dans notre société, cette quête de sens et de valeur. Donc il y a un attrait vraiment croissant pour la nature, la santé, le bien-être. Et les enjeux commerciaux, c'est qu'il y a aussi un besoin de trouver des nouvelles ressources et de nouveaux marchés, surtout par rapport à l'épuisement des ressources actuelles ou futures. Et c'est aussi une opportunité d'innovation pour les industries, pour les marques, pour les créateurs. Donc, on rentre dans une nouvelle ère d'innovation qui émerge de toutes ces contraintes environnementales. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, dans cette ère d'innovation, il y a surtout beaucoup de matériaux, des nouveaux process, etc. Donc ça, c'était le pourquoi. On va pas s'attarder plus sur le pourquoi parce que c'est des sujets, on pourrait passer 3 heures sur chaque point de ces sujets-là et c'est pas l'objet de cette conférence. Là, c'est juste un petit rappel des intérêts, des raisons pour lesquelles le design cherche à renouer avec la nature, mais on va surtout s'intéresser au comment. Comment le design cherche à renouer avec la nature. Donc, surtout avec trois parties principales, en fait, il y a trois raisons. C'est la nature comme inspiration, la nature comme ressource et la nature comme partenaire. Donc, comme inspiration, on va parler surtout du biomimétisme, de la bio-inspiration. Donc, d'abord avec des exemples historiques. Ensuite, le biomimicry, mimicry, c'est le biomimétisme en anglais. Donc, biomimétisme moderne. Et la nature comme inspiration esthétique, poétique, symbolique. Donc ça, c'est la nature comme inspiration. La nature comme ressource, c'est les défis, la durabilité, l'exploitation raisonnée, etc. Et qu'est-ce qu'un écomatériau? Matériaux biosourcés, recyclés, renouvelables, nouveaux matériaux. Donc on va surtout se pencher sur tout ça. Et ensuite, la nature comme partenaire, le design régénératif, qui consiste à ne pas seulement limiter l'impact, mais restaurer les écosystèmes. Et enfin, la symbiose, donc intégrer le vivant dans l'artificiel, avec l'artificiel. Voilà, donc, première phase, la nature comme inspiration, biomimétisme et bio-inspiration. Donc déjà, le jour de l'autre conférence, j'ai déjà parlé de ce point-là, de la form follows function. C'est quelque chose qu'on apprend dans les études de design, que vous savez peut-être déjà, qui est un principe, on va dire, de conception, donc qui a été associé à l'architecture, au design industriel à la fin du 19e, début 20e. Donc qui a été porté par Louis Sullivan notamment, qui consiste à dire que dans le design, en gros, dans la conception d'un objet, d'un meuble, rien ne doit être gratuit, chaque élément répond à une fonction, rien n'est caché. L'aspect esthétique est déterminé par la fonction et la structure de l'objet. Donc il y a un meuble emblématique qui représente ça de cette époque, c'est la chaise rouge et bleue de Rietveld. Donc, où le but c'était de montrer, voilà, de montrer la structure, d'être la plus nue possible comme si on voit le squelette du meuble, il n'y a rien pour cacher ce squelette, quoi. On va à l'essentiel. Et puis les couleurs, c'était pour un hommage à Mondrian. Donc voilà, tout a un sens, les formes, les couleurs, etc. Et la structure. Et surtout, donc, ce principe de form follows function, on la retrouve dans la nature. Et la nature, elle est basée sur ce principe-là, dans le sens où rien n'est gratuit dans la nature. Toute forme a un sens, a une raison d'être, et la nature est basée principalement, généralement, sur des règles mathématiques, telles que le nombre d'or ou la suite de Fibonacci, ou même le nombre pi, qu'on retrouve un peu partout. Donc, en fait, ces règles elles permettent d'optimiser l'énergie consommée et la performance fonctionnelle de l'élément concerné, soit une fleur, une graine, une feuille, un corps humain, un corps animal, etc. Donc, on retrouve ça partout. Donc, bon, là, je ne vais pas détailler plus sur le nombre d'or à la suite de Fibonacci, mais ce sont des principes mathématiques qu'on retrouve du coup dans la nature et desquels on s'est inspiré aussi, qu'on a utilisé dans l'art aussi, notamment le nombre d'or beaucoup à la Renaissance, pour, euh, pour créer une sorte de proportion idéale auquel l'œil serait autour duquel l'œil serait calibré, l'œil humain. Donc, ce qui fait qu'il y a une sorte de notion de beauté qui est objective et universelle, au-delà de la beauté subjective et culturelle. Voilà. Il a, par exemple, l'exemple d'une fleur, une orchidée dont le pistil vient juste
quand le pollinisateur, l'abeille rentre dedans, le pistil est fait pour avoir la forme juste pour pouvoir récupérer le pollen sur le dos de la fleur, de l'abeille, etc. Donc, juste pour dire que le moindre petit détail a une utilité. Et même les couleurs, même la beauté, l'esthétique a une utilité dans la nature, notamment chez les fleurs pour attirer les pollinisateurs. Donc, c'est déjà, on s'inspire de la nature en suivant ce principe de form follows function. Et évidemment, si on parle de biomimétisme, on ne peut pas passer au-delà de Léonard de Vinci, qui était le maître du biomimétisme. Donc voilà, dans l'histoire, là je dis le biomimétisme d'hier à aujourd'hui, juste quelques exemples. Dans l'histoire, c'est vraiment un exemple fort, voilà, qui a passé son temps à observer la nature, s'en inspirer et faire des inventions à partir de ça. Bon, plus tard, au début du XXe siècle, il y a l'Art Nouveau, hein, un mouvement créatif qui est émergé, basé sur l'inspiration de la nature aussi, donc dans le design, l'architecture, la bijouterie, plein de domaines différents. Donc avec les fameuses entrées de métro de Guimard à Paris ou la Casa Batlló de Gaudi à Barcelone. Bon, il y a, il y a une infinité d'exemples. Donc ce mouvement-là était déjà une émergence de biomimétisme, enfin, en tout cas d'inspiration à la nature. Voilà, plus actuel, le biomimétisme d'aujourd'hui à demain. Donc là, de la nature à la pointe de la technologie. Donc c'est au Japon, ils ont développé un train à très grande vitesse qui, pour les contraintes aérodynamiques, se sont inspirés du martin-pêcheur, qui est un oiseau qui peut atteindre de très grandes vitesses. Donc c'est un exemple pour la technologie. De la nature aux nouveaux matériaux, avec cet exemple par exemple de l'inspiration de la feuille de lotus pour des matériaux hydrofuges, hein. Donc, tu allais voir au niveau du microscopique, comment les lotus faisaient pour que l'eau glissait dessus et n'adhérait pas. Donc, on s'en est inspiré pour faire des surfaces hydrofuges. Le velcro, par exemple, qu'on a tous utilisé, hein, inspiré du chardon ou d'autres végétaux qui accrochent aux vêtements et aux poils des chiens. Voilà quelques exemples de matériaux. De la nature aux structures aussi, on s'inspire aussi des structures, comme là par exemple la structure osseuse, donc, qu'on retrouve dans le meuble ou dans l'architecture, ou l'inspiration de structures animales aussi. Là, on s'inspire de carapaces et de structures. Alors à droite, le pavillon ICD ITKE de Stuttgart, qui est inspiré de la structure de l'oursin, et à gauche, donc les stacks à dos inspirés des structures de carapaces. Et ensuite, il y a la nature comme inspiration esthétique et poétique. Donc là, voilà, de la forme à la poésie. Donc là, il y a une infinité de choses qu'on retrouve, évidemment. J'ai mis juste quelques exemples, mais on peut en trouver une infinité. Et puis après, je vous montrerai celle que moi, j'ai créée dans cet esprit-là. Donc en fin de conférence, ce sera une présentation d'une création, en toute fin. Voilà quelques belles inspirations. Voilà, donc là, c'était la nature comme inspiration. Là, on va passer à nature comme ressource, donc les défis et les solutions. Donc, ça va être la partie la plus importante de la conférence, enfin les deux prochaines parties. Donc, la nature comme ressource. Donc, quels sont les défis environnementaux actuels du design? Donc, il y a le design comme problème et le design comme solution. Donc, le design comme problème, c'est qu'il est complice d'une société de consommation. Donc, il génère une exploitation et un appauvrissement des ressources, une pollution de l'environnement, une génération de CO2, une exploitation de population pour extraire les matériaux, les minerais, etc. Il y a une tendance il y a un marché du jetable versus durable. Donc, le design qui contribue à ça, on va dire, qui est une grande partie des designers, souvent, bon, bah, voilà, qui sont amenés à travailler pour la société de consommation qui ne prend pas forcément en compte les enjeux environnementaux. Donc le design peut être une partie du problème, mais surtout le design peut être une partie de la solution. C'est ça qui est intéressant et qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc le design comme solution, comme ressource d'innovation et de transformation, donc, qui consiste à transformer les matériaux, transformer les usages et transformer les process, donc de la fabrication à la fin de vie. Voilà, avec un petit aparté sur attention au greenwashing et à l'utilisation du design pour une image bio.
Donc voilà, parce qu'effectivement, il y a une telle tendance au bio et au naturel et à l'écologique. Les entreprises font tout pour se donner une belle image, mais ne sont pas forcément cohérentes sur ce plan-là. Et le design peut aussi participer à ça. On va pas épiloguer plus là-dessus, mais je voulais juste le souligner. Donc là, on va parler des designs comme problème et comme solution. Enfin, surtout comme solution, pardon. On va pas s'attarder sur le problème, on va s'attarder surtout sur les solutions. Donc, il y a trois choses, les matériaux, les usages et les process. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un écomatériau, biosourcé, recyclé, renouvelable, les matériaux écologiques classiques, entre guillemets, les nouveaux matériaux, matériaux vivants, innovants, et les structures inspirées du vivant. Ensuite, on va parler des usages, de l'objet au service, de la propriété à la location, la réutilisation, la transformation, le partage. Et ensuite, les process, le design circulaire, analyse de cycle de vie, cradle to cradle, l'économie bleue de Gunther Pauli, les déchets aux matières premières. Donc voilà, c'est des process globaux, on va dire, de fonctionnement, de fonctionnement de génération de produits ressourçants pour l'environnement. Donc d'abord les matériaux. Alors, qu'est-ce qu'un écomatériau? Donc là, j'ai repris des éléments d'un article intéressant, donc j'ai mis la source là. Le concept de matériaux éco-responsables, alors là, je vais lire un petit peu, mais parce que c'est important de dire ça. Le concept de matériaux éco-responsables pose d'emblée un problème de fond. Une définition simpliste consisterait à dire qu'un matériau est écologiquement responsable dès lors qu'il est naturel, renouvelable, non polluant. Mais il apparaît aussitôt évident qu'un meuble en bois issu de la déforestation d'une forêt primaire en Indonésie, au Nigeria ou au Brésil, transporté jusqu'au consommateur européen, américain ou asiatique en brûlant du pétrole et du charbon, peint ou verni avec des produits de l'industrie chimique, consommant des hectolitres d'eau et rejetant des tonnes de déchets toxiques dans les rivières, les nappes phréatiques ou les airs, n'a rien d'éco-responsable. Et en comparaison, le meuble produit localement en plastique aurait peut-être un bilan carbone moindre. Donc il faut pas considérer le matériau en lui-même, mais l'ensemble des dépenses énergétiques et des pollutions générées à toutes les étapes de la vie d'un produit, de sa conception à sa destruction. Donc c'est important de concevoir, de penser à ça, hein. Voilà, c'est pas seulement le matériau, c'est tout un contexte autour de ce matériau qu'il faut prendre en compte. Donc il y a la production des matériaux, la production des moyens de production, la production des produits, l'emballage des produits, le transport des lieux de production aux lieux de consommation, la gestion des déchets de production et du produit usagé. Donc voilà, ça ce qu'il faut intégrer pour un écomatériau. Donc un matériau éco-responsable possède plusieurs de toutes les caractéristiques suivantes. Il doit être renouvelable à condition d'être renouvelé, parce que si on fait un produit qui peut être renouvelable mais qui finalement est brûlé ou jeté, bah, en fait, ça ne servira à rien. Pareil, biodégradable ou recyclable à condition d'être biodégradé ou recyclé, parce que pareil, si le produit il est issu de produits, oui, non, il est biodégradable ou il est recyclable, mais qu'au final il est incinéré, parce qu'il n'y a pas la structure pour pouvoir ensuite le recycler, bah, en fait, ça pollue tout autant. Donc voilà, il faut qu'il soit non toxique. Donc, je vais passer à les différents matériaux écologiques classiques. Alors, il y a pas mal de textes, mais je ne vais pas forcément tout lire, c'est juste pour énumérer un petit peu. Et à chaque fois, je mets effectivement, selon la provenance et les conditions, comme on vient de le dire. Et la liste n'est pas exhaustive, hein, ce sont des exemples. Mais voilà, il y a par exemple déjà le bois, qui, selon sa provenance, sa transformation et son traitement, bien sûr, hein, comme on vient de le voir, mais le bois certifié FSC, par exemple, permettent de garantir que le bois provient de forêts gérées de manière durable. La biodiversité est préservée, les droits des travailleurs sont respectés. Donc, selon le type de bois et selon où est-ce qu'il est consommé, etc., ça peut être un écomatériau. Et dans la famille des bois, il y a le liège aussi qui a plein de qualités, notamment le fait qu'il soit léger. Donc, c'est intéressant aussi pour les transports. Puis, il a des qualités thermiques, etc. Isolante, intéressante. Donc le bois, le carton, hein, donc on connaît tous, qui est déjà très connu dans le milieu de l'éco-conception, parce qu'il est facilement transportable, recyclable, polyvalent, issu de ressources renouvelables, recyclable et biodégradable. Voilà, donc c'est un bon matériau pour ça.
Le bambou, évidemment, sauf si c'est du bambou qui vient de l'autre côté de la planète et qu'on le consomme ici. Après, il faut voir dans quelles conditions il est transporté, les cultiver, etc. Mais sinon, sur le principe, c'est un matériau qui est vraiment intéressant parce que déjà, il pousse rapidement. Parce que le bambou, c'est pas un bois, c'est une herbe. Donc, en fait, on peut le couper sans couper la racine. Donc, c'est juste comme si on tondait la pelouse, on va dire. Donc, c'est dans cet ordre-là, il est renouvelable. Et puis, il a une résistance intéressante. Il a des caractéristiques techniques vraiment intéressantes. Le chanvre aussi, donc notamment en France, qui est le plus gros producteur de chanvre au monde. Je ne sais pas si c'était toujours le cas, mais avant c'était le cas. Donc c'est une plante qui a plein de vertus, qui nécessite donc peu d'eau, peu d'intrants chimiques, surtout parce qu'il est résistant nuisible aux maladies, donc il n'y a pas besoin de pesticides ou peu. Donc voilà, les fibres sont solides, légères et durables, il est biodégradable, donc on peut faire des super trucs en chanvre. Le rotin aussi, donc qui est plus exotique. Même si on fait des choses en osier ici en France, en Europe. Mais là, on parle du rotin qui est plus d'Asie du Sud-Est. Donc voilà, qui est aussi un matériau intéressant, naturel, biodégradable, etc. Mais par contre, qui ne résiste pas forcément bien aux intempéries, donc on ne peut pas forcément en faire des choses d'extérieur. Mais voilà, c'est un matériau intéressant. Le lin aussi, qui est une fibre naturelle, qui n'a pas besoin non plus de pesticides ou d'engrais chimiques. Donc ça, c'est intéressant. Il est durable et biodégradable. Le coton, à condition qu'il soit bio et équitable, parce que voilà, le coton, ça peut être c'est une ressource naturelle aussi intéressante. Mais par contre, c'est vrai que ça consomme beaucoup d'eau, donc ça dépend comment et où il est consommé. Et la plupart du temps, le coton consomme beaucoup de pesticides lorsqu'il n'est pas bio. Donc, à la condition qu'il soit bien, bien cultivé, on va dire, ça peut être un matériau écologique. La paille, évidemment, auquel on ne pense pas forcément, surtout pour du meuble, hein, on pense pour l'architecture, mais c'est un matériau très intéressant, voilà, comme je disais pour le bambou, hein, c'est comme si on coupait de l'herbe. Donc, il est utilisé comme matériau de rembourrage ou comme revêtement, mais on peut l'utiliser là, comme on voit sur une chaise de manière visible, on va dire. Donc, il est biodégradable, recyclable. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut encourager les pratiques agricoles durables et soutenir les agriculteurs locaux. Donc, il pourrait y avoir un process aussi d'économie circulaire avec les agriculteurs locaux pour récupérer directement la paille. Et c'est quelque chose qui est, voilà, un matériau qui est très locable et abordable un peu partout, quoi. L'acier, donc bon, c'est un produit purement issu de l'industrie, mais qui a des intérêts, donc qui peut être durable et en même temps qui est 100% recyclable et qui est résistant, etc. Donc qui peut être très intéressant, puis surtout on peut en faire ce qu'on veut avec l'acier, donc ça peut être aussi intéressant. L'aluminium, contrairement à ce qu'on peut penser, enfin moi le premier, hein, je ne pensais pas que l'aluminium c'était un matériau particulièrement écologique, mais évidemment, selon les conditions, etc., à partir du moment où il est 100% recyclable, c'est intéressant et il est très léger, donc ce qui permet de faire des économies d'énergie pour le transport et on peut le mouler, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. Après, ça dépend, effectivement, l'extraction va générer de la pollution, mais si ensuite la matière est renouvelée, recyclée, réutilisée sans cesse, ben, en fait, on l'extrait une seule fois, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Les bioplastiques, donc on va en parler un peu plus tout à l'heure. Il y a plein de bioplastiques innovants qui existent aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment intéressant, qui ont des caractéristiques esthétiques et esthétiques intéressantes, une grande flexibilité de conception. Donc ça, c'est des plastiques à partir d'éléments naturels. Donc là, par exemple, en bas, c'est une table en bioplastique. Euh, alors là, bon, je ne sais pas, ouais, non, c'est pas indiqué quel type de bioplastique, mais il existe des plastiques d'amidon de maïs, des plastiques d'algues, etc. On va le voir après. Le mycélium, alors ça, c'est un matériau génial. C'est la partie racinaire des champignons. Donc, c'est un réseau de filaments microscopiques qui se développe dans le sol et dans les substrats organiques. Donc, en fait, donc, on peut l'utiliser sous forme de moule. On peut le mettre dans des moules et puis on laisse le champignon grandir. Ça peut donner des formes et ensuite, on peut avoir une résistance. On le verra plus tout à l'heure. Le Millennium donc, offre une alternative durable et écologique en tant que matériau biodégradable. Il permet de réduire la dépendance au plastique et aux autres matériaux non dégradables responsables de la pollution environnementale. De plus, sa capacité à décomposer la matière organique et à améliorer la qualité du sol contribue à la préservation et la restauration de la biodiversité.
Il représente un témoignage tangible de la manière dont la nature peut inspirer les technologies durables du futur. Donc, voilà quelques exemples en mycélium. Par exemple, à gauche sont des briques. Au milieu, c'est une tour éphémère qui a été construite à New York au MoMA pour des événements estivaux. Donc, juste en briques de mycélium. Et à droite, on voit carrément un simili-cuir. Donc, ils font même des tissus, des simili-cuirs à base de mycélium. Voilà quelques exemples d'applications dans le design. Donc, il y a des abat-jours, des lampes, des chaises, même des chaussures, des vêtements, de la maroquinerie, voilà. Donc, on peut faire vraiment différentes applications. Après, ça a un aspect esthétique particulier. Qui a vraiment un côté organique, très brut, mais en même temps qui est intéressant aussi dans l'aspect déco. Ensuite, les bioplastiques à base d'algues. Donc, sont des matériaux polymères produits à partir de la biomasse issue d'algues marines ou d'eau douce. Donc, contrairement aux plastiques biosourcés, ils sont renouvelables, biodégradables et parfois compostables. Voilà, je vais passer les détails de comment c'est fabriqué, mais c'est très intéressant, surtout que l'algue, dans beaucoup d'endroits dans le monde, il y a des algues qui sont invasives. Notamment, là, on parle de la sargasse, qui est une algue brune très nocive et invasive, un grand fléau pour l'environnement sur de nombreuses côtes du monde entier. Donc, du coup, utiliser ces algues pour produire un bioplastique, en plus d'être éco-responsable et salvateur pour l'environnement local. Donc, non seulement c'est intéressant parce qu'on fait un plastique qui ne va pas polluer, mais surtout, on va retirer les algues qui, elles, polluent. Alors, en fait, ces algues-là sont en surabondance à cause d'autres pollutions en général, à cause des nitrates qu'on déverse dans l'eau, etc. Du coup, ça permet de nettoyer les côtes en enlevant les algues pour en faire du bioplastique. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Voilà quelques exemples. Donc, le plastique, bioplastique à base d'algues, et notamment une marque, la marque Algopac, qui est bretonne, qui innove en créant un plastique en biomatériaux compostables à partir d'algues. Voilà, et puis des exemples d'objets qui sont fabriqués avec. Voilà, là d'autres exemples d'applications, donc une chaise, une planche de surf, tout faite en imprimante 3D. Donc c'est pareil, un Breton qui a développé ça. Et du coup, une planche totalement en plastique d'algues. Et ce qui est génial, c'est que du coup, il existe des bobines de bioplastique d'algues pour l'impression 3D. Donc, ça donne plein d'idées d'applications pour faire des objets en plastique d'algues. Voilà. Et par exemple, même des semelles fabriquées à base d'algues marines. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses à partir de ça. Et en plus, on nettoie les plages avec ça. On nettoie les côtes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, il y a les bioplastiques d'amidon de maïs. Là, évidemment, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça dépend évidemment comment le maïs est cultivé. Si c'est du maïs OGM, Monsanto, bourré de pesticides, c'est pas forcément très bio. Et en même temps, ça permet d'économiser la consommation de pétrole, mais l'idéal, c'est sera qu'il soit bio. Après, je pense pas que le PLA en général, donc ce bioplastique s'appelle le PLA, je suis pas sûr qu'il soit issu de filières bio, mais il permet au moins d'économiser la consommation de pétrole direct pour faire le plastique. Donc voilà, puis il a plein d'applications intéressantes et des caractéristiques techniques intéressantes. Voilà quelques exemples, hein. Ça va de la lunette au sac poubelle ou tous les emballages alimentaires, couverts, etc. Donc ce qui est jetable. Et du coup, c'est un plastique, si je ne me trompe pas, qui est biodégradable aussi. Bon, ça, c'est à vérifier. Je ne sais plus s'il est biodégradable. En tout cas, voilà, ça permet de faire du plastique sans pétrole. Le béton, alors là, on passe dans les matériaux vivants et innovants, donc les nouveaux matériaux. Donc ça qui est vraiment intéressant et qui est passionnant. Donc, par exemple, le béton biorégénératif. Donc ça, c'est un béton qui va se cicatriser tout seul. Parce que le béton naturel, enfin standard, avec le temps, il va forcément créer des fissures. C'est inéluctable. Il va se fissurer, il va y avoir des micro-fissures. Donc, dans l'architecture, dans les bâtiments, etc., c'est un gros problème. Et du coup, ils ont réussi à créer un béton qui se répare tout seul en mettant dans des micro-capsules dans le béton. Il y a trois types de choses. Ils peuvent mettre des bactéries ou des types de champignons aussi. Ou une troisième, alors j'ai oublié la troisième possibilité, c'est des gels. Voilà, c'est des gels qui, donc quand la fissure va se créer,
au contact de l'eau et de l'air, en fait, les bactéries vont s'activer et vont créer du calcaire, en fait. Non, pas, comment ça s'appelle le terme? Voici, c'est ça, vont créer du calcaire. Et le calcaire va boucher les fissures. Donc, c'est assez génial, quoi. Dès qu'il y a une fissure, il y a de l'air qui rentre, de l'humidité, et hop, les bactéries s'activent et bouchent la fissure en créant du calcaire. Et il faut savoir que les Romains avaient déjà créé ça, inventé ça, ont utilisé ça déjà à l'époque où ils ont fabriqué notamment le Panthéon de Rome, qui a ces caractéristiques-là. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout, si c'est juste le sol ou autre, mais bon, on retrouve ça, donc c'est inspiré des matériaux anciens. Voilà quelques exemples d'application du béton biorégénératif, hein. Donc là, par exemple, à Amsterdam, il y a un aquarium qui a complètement été rénové, notamment des bassins euh, qui ont été refaits comme ça en béton biorégénératif pour garder son étanchéité. Une structure de purification d'eau aussi au Japon. Et à Rotterdam, un parking souterrain d'un bâtiment un peu connu, un hôtel, un parking souterrain qui était fait comme ça aussi. Voilà. Donc là, on était dans les matériaux. Donc on a vu un petit peu les matériaux classiques, les nouveaux matériaux. Maintenant, ce que tu disais, c'est que le design, il peut repenser aussi les usages. Donc comment repenser les usages pour un meilleur impact environnemental? Parce qu'au-delà de se questionner sur l'aspect écologique d'un objet qui va être fabriqué, d'autres solutions permettent de rendre les services dont on a besoin pour lesquels ces objets sont utilisés et consommés. N'oublions pas qu'à l'origine, on utilise un objet pour un usage. C'est donc cet usage qui est important et non l'objet en soi. Donc, se focaliser sur l'usage, sur le service rendu, sur le besoin premier de l'utilisateur, permet de remettre en question notre manière de consommer et d'aborder notre lien aux objets. Voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, des fois le designer, il a besoin d'avoir une approche qui n'est pas forcément matérielle et de se dire, bah voilà, plutôt que d'essayer de fabriquer un objet qui va moins polluer par sa fabrication, est-ce qu'on est obligé de fabriquer cet objet? Est-ce qu'on ne peut pas rendre le même service sans fabriquer l'objet? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un autre modèle commercial sans l'objet? Donc voici quelques exemples. Le premier exemple, c'est le product as a service, donc service versus objet, ou abonnement versus achat, ou location versus propriété. Donc voilà, n'oublions pas que l'objet le plus écologique qui soit, c'est celui qui n'existe pas, sauf dans les cas où sa fabrication et sa consommation sont régénératrices de l'environnement. Donc, basé sur ce principe, de nombreux secteurs et entreprises ont basculé d'une économie de vente de produits vers une économie de vente de services et d'usages. L'idée centrale est de dissocier l'usage de la propriété, ce qui incite les fabricants à produire moins mais mieux, réparable, durable, récupérable, etc. L'intérêt est plus grand pour l'entreprise comme pour la planète, car les revenus générés sont réguliers avec engagement et l'impact sur l'environnement est largement minimisé. Voilà, donc voilà, c'est un petit schéma qui montre les intérêts économiques pour l'entreprise, pour consommateurs, voilà, avec des revenus réguliers, avec un engagement. Donc là, quelques exemples, voilà, sous forme de tableau, mais voilà, juste quelques exemples. Ça va des imprimantes, où aujourd'hui, des sociétés proposent la location d'imprimantes avec la maintenance comprise, etc., la fourniture des cartouches, tout ça, plutôt que d'acheter des imprimantes. Maintenant, la plupart des entreprises louent les imprimantes et ne les achètent pas. Les éclairages aussi, on va voir un exemple après, où il y a Lighting as a Service, c'est-à-dire qu'on vend la lumière, on ne vend pas la lampe. Voilà, où on loue la lumière au lieu de vendre la lampe, avec un principe d'installation de maintenance. La mobilité avec les vélos, ce qu'on voit dans les villes, avec les vélos qui sont mis à disposition, etc. Bref, il y a différents exemples. Mobilier, par exemple, les mobiliers de bureau, on va le voir après. Voilà, donc par exemple Philips, qui est avec, avec un architecte Thomas Rau, ont mis en place ce principe de service où en fait tu payes à la lumière. Donc tu payes pas ton ampoule ou ton luminaire, tu payes la lumière. Donc c'est un service de location d'éclairage. Et c'est Philips qui vient installer, qui vient faire la maintenance, qui vient changer, etc., qui s'occupe de tout. Voilà, et pareil dans le milieu de l'entreprise, la location de mobilier de bureau, par exemple, qui se fait beaucoup. Là, les entreprises n'achètent pas les bureaux, elles les louent et il y a la maintenance qui va avec. Donc ça, c'est une solution vraiment très intéressante, gagnant-gagnant.
Ensuite, au-delà de ça, il y a la réutilisation, la transformation et le partage, donc dans les nouveaux types d'usages. Donc, la réutilisation consiste donc à prolonger la durée de vie d'un objet en leur donnant une seconde vie, quoi, un nouvel usage, ou en les reconditionnant. La transformation ou upcycling donc, permet de créer des nouveaux produits à partir de matériaux ou d'objets existants en leur donnant une valeur ajoutée, par exemple des palettes transformées en mobilier. Et le partage s'appuie sur des modèles collaboratifs, bibliothèques d'objets, location de mobilier, autopartage, etc. Donc, qui réduisent le nombre d'objets produits tout en répondant aux besoins de l'utilisateur. Donc voilà, donc ces pratiques s'inscrivent dans une démarche écologique pour avoir moins de déchets, une réduction de consommation des ressources et sociale, parce que c'est un accès élargi aux biens, une création de services locaux de réparation, partage de ressources, etc. Donc la réutilisation, et voilà quelques exemples. Bon, on connaît tous Emmaüs, qui revend des produits usagés dans une démarche sociale et de réinsertion. Les recycleries qui revendent des produits aussi usagés dans une démarche d'économie circulaire. Les Repair Café, qui font de la réparation gratuite de produits détériorés dans une démarche écologique et économique. Back Market, qui est une plateforme de produits électroniques reconditionnés. Le Bon Coin, tout simplement, la vente de produits d'occasion entre particuliers. Et IKEA, Seconde Vie aussi, qui propose de reprendre même vos meubles et de les revendre du coup dans l'espace IKEA Seconde Vie où les meubles sont moins chers. Voilà, donc la transformation, des exemples, par exemple les mobiliers palettes. Voilà, c'est le principe de récupération de déchets d'entreprise. Donc ça, on connaît tout ça, on en a tous vu, hein. Moi, j'en ai fait quelques-uns qu'on va voir après. Et mobilier customisé aussi, donc la récupération de meubles anciens ou usagés qu'on va recustomiser. Donc tout ça, c'est des approches d'usage qui font qu'on n'a pas besoin de refabriquer, pour prendre des nouvelles ressources. Voilà. Et dans les usages, il y a aussi donc le partage. Donc là, par exemple, des bibliothèques d'objets, comme la CAMIF qui a mis en place la manivelle, où on peut emprunter des objets, donc de tout type d'objets. Donc j'ai mis le lien là, avec le site, donc je trouve ça intéressant. Et l'autopartage aussi, comme Cities, Blablacar Daily, Cherno. Donc là, on va partager un véhicule à plusieurs, ou Blablacar, on va partager des transports réguliers, etc. Voilà, donc ça c'était sur les usages. Et maintenant, on va voir le process. Troisième point, les process, c'est-à-dire comment on peut changer tout le système de fabrication et de consommation et de recyclage d'un produit, d'un objet. Donc, je prends deux exemples, design circulaire, ou qu'on appelle le cradle to cradle en anglais, l'analyse du cycle de vie. Donc le principe du cradle to cradle, qui signifie du berceau au berceau, c'était un modèle de conception de production inspiré des cycles de la nature. Donc, contrairement au modèle linéaire classique, extraire, fabriquer, jeter, il vise à concevoir des produits et des matériaux de façon à ce qu'ils puissent être intégralement réutilisés, recyclés ou biodégradés en fin de vie, sans produire de déchets. Chaque élément devient une ressource pour un nouveau cycle thermique, réemploi, recyclage, un nouveau cycle technique, pardon. Réemploi, recyclage ou biologique, compostage, retour à la nature. Donc, cette approche encourage l'innovation, la durabilité et une vision circulaire de l'économie. Et un peu donc dans cette démarche-là, il y a Gunther Paoli qui est un chercheur, on va dire, qui travaille dans plein de domaines différents, mais qui a développé ce qu'on appelle l'économie bleue, donc qui consiste à aller des déchets aux matières premières. Donc l'économie bleue, un concept développé par Gunther Pauli, propose de s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels pour créer une économie à la fois durable, innovante et régénératrice d'emplois locaux. Contrairement à l'économie verte, qui cherche souvent à réduire les impacts négatifs, l'économie bleue vise à transformer les contraintes en opportunités, en valorisant les ressources disponibles localement, en utilisant les déchets comme matière première et en favorisant des boucles circulaires. L'objectif est de créer de la valeur économique, sociale et écologique en même temps, avec une logique de régénération plutôt que de simple préservation. Donc, on va voir un peu plus en détail tout ça. Donc, le design circulaire, donc cradle to cradle, voilà, on intègre le cycle biologique, le cycle technique et d'utilisation, de fabrication. Donc, voilà, il y a des schémas qui permettent d'illustrer ça. Donc, on prend en compte vraiment tout le cycle de vie du produit, de l'extraction de la matière jusqu'à son recyclage. Et l'idée, c'est que toute la matière soit à nouveau recyclée, réutilisée, etc.
Et l'économie bleue, donc voilà, on compare l'économie rouge, c'est l'économie, on va dire, dominante actuelle, hein, depuis l'ère industrielle, on va dire, donc qui génère des expressions, qui a un principe linéaire, qui est individualiste, inégalité de richesse, dépendance, etc. L'économie verte, qui consiste à limiter les dégâts, si on veut dire, si on veut, voilà, et de rentrer dans une économie circulaire est une économie protectrice, circulaire, collective, du moindre mal, de la résilience. Et l'économie bleue, qui est une économie régénératrice, écosystémique, symbiotique, qui propose une abondance, autant de services que de travail, d'économie, etc., et qui est autonome. Voilà le principe de l'économie bleue. Donc on utilise les ressources disponibles, on valorise les déchets, il y a une économie de fonctionnalité et une limitation des écosystèmes naturels. Bon, en fait, le principe de l'économie bleue, c'est que, on va mieux le voir là, là, ce sont des exemples, voilà. Elle ne recycle pas, elle régénère. Donc, c'est un modèle économique qui ne produit ni émissions ni déchets, mais qui permet la création d'emplois, de cohésion sociale et qui ne coûte pas cher. La première étape consistera à trouver des moyens de convertir les déchets en matières premières pour d'autres usages et à chercher ce qui est disponible facilement et abondamment à moindre coût car peu valorisé jusqu'à présent. C'est ainsi que fonctionne la nature. Les écosystèmes, eux, n'évoluent jamais vers des situations de monopole dominé par une minorité, car dans la nature, chaque écosystème atteint l'autosuffisance, ce qui semble au premier abord limité et, quand on y prête attention, abondant et diversifié. Mieux encore, plus l'abondance est grande, plus l'efficacité, faire plus avec moins, et la diversité, chaque espèce bénéficie aussi aux autres, sont développées. Donc le principe de l'économie bleue, c'est qu'on va utiliser en gros les déchets d'une entreprise comme matière première pour une autre entreprise et qu'on met les entreprises en réseau, en lien, voilà, pour que les entreprises déjà aient de la matière première gratuite ou à bon coût, et qu'en même temps, l'entreprise qui a des déchets, bah, en fait, en général, un déchet, c'est un coût aussi pour le traiter, pour l'évacuer, etc. Bah, du coup, elles ont, elles n'ont pas ce coût de traitement des déchets parce que les déchets sont utilisés par une autre entreprise. Donc, c'est mettre en réseau les différentes industries. Voilà quelques exemples emblématiques de l'économie bleue. Donc, par exemple, le marc de café qui est produit en des quantités astronomiques, qui fait des champignons qui peuvent ensuite servir pour régénérer les sols, des coquilles de crustacés pour bioplastique, des toitures de façades en potager, etc. Bon, il y a plein d'exemples différents. On l'a vu tout à l'heure avec les algues, justement, qui sont dans cette démarche-là. Voilà. Donc là, on a vu la nature comme ressource. Et maintenant, on va voir. Non, pardon, on a vu le. Oui, c'est ça, la nature comme ressource. Maintenant, on va voir la nature comme partenaire. Donc, on a vu que la nature comme inspiration, la nature comme ressource, et maintenant la nature comme partenaire. Donc, le design régénératif et symbiose. Mais avant, je voulais voir si est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous voulez faire des remarques ou pas, ou est-ce que je continue? Il y a beaucoup d'informations, donc c'est très dense, donc ça peut être difficile aussi à intégrer. Donc, Non, mais enfin, moi personnellement, ça vient compléter un peu. Il y a des choses auxquelles j'étais déjà sensibilisée, mais c'est vrai que je connaissais pas tout et c'est très utopique. Donc sur le moment, on se dit c'est génial, mais j'ai l'impression que on est un peu en train de s'en éloigner actuellement de l'économie bleue, tout ça, mais en tout cas, ça fait mm, envie, quoi. ouais, ouais. Bah, après, on pourra effectivement en parler dans la conclusion de ça. Maintenant, là, je présente les solutions et là, l'idée, c'est de présenter comment on peut faire justement pour œuvrer dans ce sens-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une baguette magique et puis que tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Mais effectivement, c'est présenter des démarches, des initiatives, des matériaux et des fois, ça peut générer de nouvelles opportunités et donner des idées et de nouveaux projets. Donc voilà, mais effectivement, c'est un peu, alors je sais pas si c'est utopiste, il y a des choses concrètes, mais pour l'instant, c'est un petit peu des gouttes d'eau dans l'océan, quoi. Mais l'océan ne fait que de gouttes d'eau, donc c'est important d'œuvrer dans ce sens-là. Donc voilà, troisième partie de la deuxième partie, donc la nature comme partenaire, donc le design régénératif et la symbiose.
Donc, le design régénératif, c'est un design qui va au-delà du développement durable classique. Il ne cherche pas seulement à réduire les impacts négatifs, mais à restaurer, régénérer et renforcer les écosystèmes naturels et sociaux. Il s'inspire des principes vivants, biomimétisme, cycle naturel, pour concevoir des bâtiments, objets, paysages ou systèmes qui, d'une part, réparent les sols et la biodiversité, ensuite captent le carbone au lieu d'en émettre, et ensuite améliorent la santé des communautés et des territoires. Donc c'est une vision, le design devient un acteur actif de la régénération de la planète plutôt qu'un simple outil de réduction des dommages. Donc dans le design régénératif, enfin, voilà une petite illustration. Le durable, c'est limiter les impacts négatifs. Le circulaire, c'est boucler les flux et les flux réutiliser. Et le régénératif, c'est restaurer, amplifier les écosystèmes. Il y a des erreurs d'écriture. Donc, voilà, l'idée, c'est de monter en ambition et de régénérer les écosystèmes. Donc, voici quelques exemples, hein. Donc, par exemple, Bullitt Center, Seattle aux USA, donc un immeuble de bureau qui se prétend être le plus durable au monde. Donc, dont l'idée, c'est de produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, notamment par une toiture solaire, et il collecte les filtres d'eau de pluie pour couvrir ses besoins, etc. Donc, il utilise des matériaux sains et recyclables. Voilà. L'idée, c'est pour un bâtiment qui donne plus qu'il ne prend. C'est le principe des maisons positives, on appelle ça, énergie positive, qui génère plus d'énergie qu'il n'en consomme. Voilà, d'autres exemples. Le projet Eden en Angleterre, dans la région des Cornouailles, c'était une d'anciennes carrières qui étaient abandonnées, qui ont certainement généré beaucoup de pollution, où il n'y avait plus resté grand-chose de vivant à l'intérieur. Donc, ils ont créé tout un parc comme ça qui s'appelle Projet Eden, donc avec des immenses sphères sphériques, qui est aussi du coup un centre éducatif et un lieu de recherche sur la biodiversité. Donc là, cet espace-là a complètement été régénéré par ce projet. En Chine aussi, une ville conçue pour être autosuffisante en énergie renouvelable, intégrée dans les cycles de l'eau et de la biodiversité. Voilà, bon, c'est un projet encore en développement, mais voilà, c'est emblématique du design urbain régénératif. Il y a le Living Building Challenge, donc ça c'est un label en fait qui a été créé pour pousser les architectes à régénérer les écosystèmes, donc avec différents critères, hein, que ce soit l'eau, l'énergie, les côtés équitables, la santé, la beauté, une prise en compte des matériaux, des sites, etc. Donc voilà, eau positive, matériaux locaux et non toxiques, etc. Donc, il y a toute une communauté mondiale de projets régénératifs qui suivent ce label-là et qui suivent cette démarche-là pour avoir ce label. Donc, voilà, les différents principes de ce label prend en compte l'emplacement, comme je viens de le dire, l'eau, l'énergie, la santé, et le bien-être, les matériaux, l'équité et la beauté. Voilà. Et puis dans les autres exemples de design régénératif, bah, je vais reprendre ce qu'on a vu avant sur le bioplastique à base d'algues et l'économie bleue, parce que là, j'en ai parlé comme dans la rubrique nature comme ressource, mais c'est aussi des solutions de régénération, donc ça va aussi dans cette rubrique-là, parce que voilà, pour les algues, on va, comme je disais, extraire des algues qui vont polluer les environnements de par leur prolifération. Donc, on va régénérer des environnements en utilisant ces algues pour faire du plastique, et l'économie bleue qui est aussi dans une démarche de régénération de l'environnement. Voilà, et enfin la symbiose. Donc, la symbiose, dans le design appliqué au rapport homme-nature, désigne une approche où les projets humains ne se contentent pas d'exploiter les ressources naturelles, mais cherchent à vivre en interdépendance positive avec elles. Comme dans la nature, où différentes espèces coopèrent pour renforcer l'équilibre global, le design symbiotique vise à créer des espaces, objets ou systèmes qui profitent à la fois aux humains et aux écosystèmes. Donc régénérer les sols et la biodiversité, utiliser les cycles naturels comme alliés, l'eau, l'énergie, la matière, offrir le confort et le bien-être sans nuire, mais en contribuant à la santé des environnements vivants. Donc la symbiose en design, c'est concevoir en partenariat, en partenaire de la nature et non en prédateur.
Donc des exemples, voilà, c'est essentiellement dans l'architecture. Là, c'est l'exemple à Milan du Bosco vertical, qui veut dire en gros le bois vertical, hein, une forêt verticale. Euh, voilà, donc il y a 30 000 mètres carrés de chlorophylle. Donc il y a toute une démarche d'intégration du végétal dans l'habitat et dans l'architecture, à la base même de l'architecture. Donc ça se voit de plus en plus, hein, j'ai mis en exemple, il y en a beaucoup comme ça. On va en avoir un Voilà. Oui, millénaire. On va en avoir un au millénaire, enfin à Montpellier, ah oui, sur le même principe, ouais, qui est en train de se d'accord. construire, ouais. Et ben déjà, il y a l'arbre, l'arbre blanc là à Montpellier, mais bon, il n'y a pas autant de végétation, mais c'est déjà un petit peu une inspiration Non, mais là, naturelle c'est et il y a un petit peu cette démarche-là. le même architecte qui, enfin la même personne qui a développé tout ce qui est végétation sur la tour et est en train de travailler sur un bâtiment à Montpellier qui sera derrière la nouvelle mairie. Ok, d'accord. Ok, bon bah super. Il a Effectivement, ça se développe vraiment de partout. Et puis je pense que en termes d'immobilier, c'est très intéressant. Et pour la ville, c'est très intéressant sur le plan écologique et sur le plan économique aussi, j'imagine. Euh, donc voilà, donc tant mieux que ça se développe. Ça donne plus de place aux vivants, à la végétation et au bien-être. Maintenant, effectivement, ça va pas, ça résout pas tous les problèmes, mais ça œuvre quand même dans cette direction-là. Voilà notre projet, une agence, un cabinet à Singapour, au cabinet OA, qui a fait plusieurs projets vraiment dans cette démarche-là. Mais il y a deux exemples de projets d'intégration complète de la végétation dans l'architecture. Alors là, sur la photo de droite, on voit que la tour est rouge, mais sur d'autres photos, on voit qu'elle est devenue toute verte. Donc l'idée, c'est que la végétation pousse au fur et à mesure, croît au fur et à mesure pour recouvrir totalement la tour au final. Voilà. Donc voilà, ça c'était toute la partie sur comment on peut faire, quelles sont les solutions, les démarches entre s'inspirer de la nature, utiliser la nature comme ressource ou utiliser la nature comme partenaire et les différentes options, les différentes voies possibles de travail dans ce sens-là. Après, effectivement, voilà, c'est des choses qui peuvent être des niches, hein, des matériaux qui sont des niches, qui peuvent être très chers, c'est pas forcément une solution facile à appliquer, etc. Mais c'est bien de les connaître. En tout cas, là, c'était l'objet de la conférence, c'était de présenter les outils, en gros, qu'on a, qui sont des outils dans la matière, hein, les matériaux, les formes, tout ça, mais aussi dans le concept, hein, dans les usages. Euh, j'ai fait une conférence avant-hier sur le design, le meuble, l'espace, etc., où je parlais justement de la pensée out of the box, c'est-à-dire voilà, penser en dehors de la boîte et parfois remettre en question les besoins, les solutions, les problématiques. Surtout, aborder une problématique sous un autre angle. Ça permet parfois de sortir du monde matériel pour entrer dans le monde de l'usage. Donc c'est ça qui est intéressant. Et les designers ont souvent plein d'idées aussi dans ce sens-là. C'est ce que quand les 5 dimensions dont je parlais, c'est la dimension 1, justement, quoi. Voilà, et maintenant je vais vous présenter un peu mon expérience, mon approche personnelle, quelques exemples. Alors, à ma modeste mesure, hein, voilà, en tant que designer créateur, voilà, j'essaye à ma modeste mesure de concevoir et de fabriquer des éléments, soit des objets ou des meubles, bon, qui d'une part ont un impact limité sur l'environnement et d'autre part met en avant l'aspect naturel en s'inspirant du monde organique. Donc voilà, c'est ma manière de valoriser un peu la nature à travers la poésie ou les matériaux choisis. Donc j'essaie de reprendre ces principes d'inspiration, de ressources, de partenariat. Donc inspiration en reprenant des formes, des structures, ressources en utilisant des éléments trouvés dans la nature ou en réutilisant des matières premières usagées comme justement des palettes ou d'anciens meubles ou autres. Et le partenariat, c'est-à-dire de fusionner les éléments naturels et artificiels. Donc évidemment, je suis un designer indépendant et un artisan, voilà, avec mes petits moyens. Donc, je ne vais pas révolutionner le monde avec ce que je vais vous montrer, mais c'est juste pour vous montrer voilà, un petit peu les démarches et quelques exemples personnels, des projets qui sont plus ou moins anciens. Donc, par exemple, cet arbre, cette bibliothèque arbre, donc, qui est inspirée de l'art, mais qui est stylisée, on va dire, où il y a le côté organique, parce que c'est des planches de chêne massif avec l'écorce, donc j'ai acheté dans une scierie, donc j'essaie d'aller vraiment aller à la source du fournisseur de bois.
et en gardant du coup l'écorce, c'est pour avoir vraiment ce côté organique et en même temps dans une ligne contemporaine. Donc là, c'est à la fois sur l'inspiration à la nature et à la fois un peu sur la ressource pour essayer d'aller voilà, d'aller directement chercher la matière première le plus près de la source, j'ai envie de dire, que possible. Notre lampe sur pied, donc là, c'est carrément avec des branches que j'ai récupérées, que j'ai trouvées dans la nature, avec une caractéristique, je vais vous montrer quelques photos pour l'animation, c'est qu'elle peut changer on peut changer l'inclinaison et puis l'orientation, changer de forme. Donc en fait, le principe, c'est que déjà le fil, c'est un fil électrique corne, et puis là, il y a un petit taquet qui rentre dans différents trous. Donc ça permet d'ajuster la hauteur. Il y a des trous devant et derrière, donc déjà ça change la position un peu du câble. Et on peut mettre la branche verticale, là, le pied, on peut le mettre dans l'autre sens. Donc là, c'est juste une goupille en bois qu'on peut enlever, on peut changer le sens et ça donne une autre forme à la lampe. Voilà, donc c'est un peu évolutif. Et il y a aussi un principe, mais que j'ai pas réussi à rendre vraiment efficace, mais sur ce modèle-là, sur ce prototype, c'est vraiment un prototype, c'est que l'abat-jour devait s'ouvrir et se fermer comme une fleur aussi, avec pareil, avec un principe un peu comme un pantin, avec un principe de taquet là, qu'on met dans différents trous. Mais ça, c'est un système qui je dois encore améliorer. Et là, et je voudrais vous montrer des photos sur d'autres photos là-dessus. Attendez, est-ce que je les ai par la suite? Non. Ah oui, je les ai pas là. Bon, bah, c'est pas grave. En fait, l'abat-jour a été fait aussi. J'ai essayé de créer un nouveau matériau en mélangeant du chêne et du liège. Donc, j'ai créé des pétales en collant du plaquage de chêne sur du liège et que percé le liège suivant des motifs avec une découpe laser. Donc ça permet de faire passer ensuite la lumière à travers les motifs. Là, on ne le voit pas parce que j'ai pas mis la photo qui correspond. C'est pas grave. Juste pour dire que j'ai essayé de créer un matériau aussi avec que des matériaux naturels, on va dire, pour créer cet abat-jour-là. Donc il y a aussi une petite recherche dans ce sens-là. Voilà. Une coiffeuse lampe tablette. Donc là, pareil, avec une branche que j'ai trouvée notamment à Toulouse, sur le bord du canal, une branche de platane, et puis une vieille planche de chêne que j'avais aussi achetée dans la scierie, la même scierie. Il me restait des planches de chêne avec l'écorce, donc l'idée c'est comment je peux valoriser une planche. Donc voilà, je fais une composition comme ça. Donc là, ça reprend aussi le principe, comme je disais, de un peu de symbiose dans le sens où, un peu comme dans les immeubles, on mélange l'artificiel et le naturel. Bon, c'est surtout de la poésie, de l'inspiration naturelle, hein, c'est de mettre en avant le côté naturel des matières. Et Léa, donc une table desserte euh, que j'ai euh, que j'ai créée à partir en pareil. J'avais une planche brute de chêne que j'ai récupérée, je vais vous montrer d'autres photos, on se rendra compte. Voilà, j'avais pareil une planche brute que j'ai achetée en Syrie, qui était un petit peu abîmée. Je l'ai retapée, j'ai enlevé toutes les parties qui étaient un peu abîmées. Ça a donné cette forme-là. Puis après, je me suis dit, comment je vais mettre en valeur cette forme? Voilà, si je mets juste des pieds droits, tout simple, ça va pas être très joli. Donc, du coup, j'ai conçu tout le reste du piétement pour mettre en valeur le côté organique de la planche dessus. Voilà, bon, c'est une petite table desserte. Et la forme a émergé juste d'un besoin de mettre en valeur une planche. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est avec des restes de planches de chêne massif que j'avais. Donc, j'en ai fait un arbre totem. Donc c'est décoratif ou on peut l'utiliser pour suspendre des choses. C'est pas une bibliothèque, il n'y a pas de fonction concrète, c'est plus décoratif. Mais c'est fait à partir de chutes de bois. Voilà. Ensuite, une lampe plafonnière à partir d'une branche de platane et puis une partie de bois, d'écorce récupérée. Donc pareil, toujours dans l'esprit poétique, on va dire. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'on récupère juste des branches qu'il n'y a pas de travail derrière. On peut penser qu'on produit juste une branche, mais un gros travail de ponçage, de traitement du bois, etc. Donc, on prend en compte ça. Ensuite, j'ai fait un arbre démontable
qui sert des événements, notamment pour une association environnementale de mon village. Donc, je mets à disposition, je l'ai même donné à la mairie pour qu'il soit utilisé pour différents événements, notamment pour là, c'était pour un salon zéro déchet. Et donc, cet arbre-là, il est démontable, il sert à différents événements. Et c'est notamment un arbre à souhait, un arbre à suspendre, mais il a servi à la base, il a été créé pour suspendre des vœux, des souhaits. Et, euh, et voilà, donc c'est décoratif, c'est un peu un totem aussi. Ensuite, j'ai travaillé dans la scénographie événementielle, comme je disais tout à l'heure, pour laquelle j'ai fait un événement sur la thématique squat d'artistes dans une sorte d'hôtel particulier. Donc, dans une démarche un petit peu comme si des personnes, un groupe de personnes squattaient le lieu et avaient une démarche un peu d'économie circulaire, de mode de vie alternatif. Donc, beaucoup de récupération. Donc, toute la scénographie a été faite avec des éléments de récupération. Donc, j'ai fabriqué un bar et cette palissade avec des planches récupérées qu'on avait taguées pour un autre événement. J'ai fabriqué ces meubles palettes là qui se replient. J'ai trouvé un fauteuil dans la rue que j'ai repeint. J'ai fabriqué ces fauteuils à partir de fauteuils qu'on a achetés dans une casse auto. Donc voilà, l'idée c'est de fabriquer avec de la réutilisation des matériaux réutilisés. Pareil, dans le même démarche, j'ai fabriqué ce bar en palette pour un festival avec un collectif d'amis. On organise une sorte de festival de yoga à côté de chez nous et pour lequel j'ai fabriqué ce bar en palette. Il a évolué depuis, là, les photos elles sont un peu anciennes. Et oui, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces palettes-là, évidemment, je ne les ai pas achetées. C'est des palettes qui étaient un déchet d'une usine, d'une entreprise. En fait, une entreprise qui se débarrasse de palettes et qui généralement dépense des frais à des coûts pour se débarrasser de ces palettes. Donc du coup, on rejoint le principe de l'économie bleue où on va récupérer des éléments qui sont des déchets d'une entreprise et on va éviter à cette entreprise d'avoir des coûts pour recycler, évacuer ces éléments. Donc j'ai fait un petit peu d'économie bleue là-dedans, à modeste mesure. Voilà, après d'autres exemples, bon là c'est purement poétique, c'est voilà, un porte-bijou qui me branche, et puis j'avais pareil une petite pièce de bois ancien, de bois exotique noble récupéré, que j'avais envie de mettre en valeur dans quelque chose qui soit raffiné plutôt que d'en faire quelque chose de purement fonctionnel. Donc voilà, j'ai fait ce porte-bijou. Et sûrement plus loin dans le temps, quand j'étais étudiant à l'école Boulle, à la suite de mes études, j'ai fait enfin, mon projet d'école Boulle, a émergé ce projet-là, où j'ai travaillé sur la remise en question de la position assise et le but c'était de faire un meuble qui s'adapte aux besoins du corps et qui permette plein de positions, que c'est un meuble modelable, qu'on peut modeler un peu comme de la pâte à modeler, donc le principe de pétable de socle. Et on retrouve l'inspiration, évidemment, à la nature, à la fleur. Même si à l'origine, je ne suis pas parti de la volonté de faire un meuble fleur, c'est la forme, la fonction, on va dire, qui a émergé à cette forme-là, mais exactement comme dans la nature, c'est la forme suit la fonction, comme je disais tout à l'heure. Donc là, ça a vraiment été développé de cette manière-là. C'est la fonction qui a défini la forme et on aboutit à une forme naturelle de fleur. Et pareil, j'avais une autre idée, voilà, inspirée de la fleur de l'arôme. Ça, c'est juste des dessins que j'avais fait pour un projet. Voilà, voilà. Donc, pour la présentation, donc en conclusion, après, je vais vous proposer un échange, un partage. En gros, en synthèse, l'idée, c'est de passer d'un design qui copie la nature au design qui coopère avec la nature. Voilà, et puis que les enjeux futurs sont de réconcilier l'innovation et l'écologie vers un design symbiotique qui contribue à la résilience des sociétés. Notre relation à la nature et l'impact que nous laissons sur l'environnement passe beaucoup par les biens matériels que nous consommons. L'enjeu de transformation de ces impacts en relations symbiotiques et régénératives avec la nature est primordial et urgent au vu de la situation mondiale actuelle. Donc, en tant que générateur d'idées, de concepts, de formes et d'usages nouveaux, le designer est un acteur essentiel de ce changement. Mais c'est un véritable défi pour un designer d'avoir le pouvoir d'action à la hauteur des besoins. C'est toute une société qui doit se transformer et être redesignée en s'inspirant de la nature. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus.
Donc voilà, si vous avez envie de partager, de dire quelque chose, ah, tout. Vous êtes toujours là? Ah oui, voilà. J'ai eu peur à un moment donné, je ne vous voyais plus et j'ai cru que la conférence était coupée. Donc voilà, c'est 18h20. Bon, voilà, on est parfait dans les temps. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Là, c'est libre. Sur ces sujets-là, sur tout ce qu'on a vu, c'était très dense, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. J'ai conscience de ça parce que c'est un sujet très vaste, il y a énormément de choses, énormément de matière, donc c'était difficile pour moi d'arriver à la fois à tout présenter en même temps en même temps aller à l'essentiel et sans trop charger. Donc voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions, envie de partager quelque chose? Alina? Alina, toi qui as vu les trois visioconférences, attends, je vais remettre le partage. Alors Alina, je ne sais pas si elle est encore là, ou peut-être que tu es là, Alina, mais on ne t'entend pas. Euh, je lui envoie un message sur le chat. En tout cas, merci, c'était hyper intéressant. C'est même dommage Ouais. qu'il y ait peu de monde. Bah ouais, merci à toi. Merci pour ton Ouais. intérêt. Non, Oui, mais c'est oui, oui, dommage qu'il... ça Ouais, devrait c'est être vrai. diffusé même un peu plus, quoi. C'est bon après quand on se renseigne un peu justement sur le design durable, enfin sur les possibilités, les matériaux, tout ça. J'étais un peu sensibilisée quand même déjà à tous ces matériaux, même s'il y en a que j'ai découvert, le béton là qui se régénère tout seul, c'est génial. Mm, Mais après, c'est hyper encourageant de voir justement qu'il y a des gens, des designers, des ingénieurs qui réfléchissent à des solutions nouvelles pour justement aller dans le bon sens. Mais moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a une régression, quoi. J'ai l'impression que, ben, je sais pas, c'est un peu, mm. enfin, Oui. voilà, j'espère que ça va continuer dans le bon sens, qu'il va y avoir de plus en plus de recherches sur ces sujets-là. Mm, mm. Mais j'ai un peu l'impression qu'actuellement, c'est plus trop la priorité des gens, en fait. On a un peu rebasculé, enfin, c'est mon sentiment, hein, sur Ouais. voilà, de la consommation de masse. Mm. Oui, je partage un peu, je partage ton avis. Je pense qu'il y a à la fois toute une partie de la population qui est à fond pour changer les choses et qui est consciente, qui a envie de bouger. Et il y a eu tout un élan aussi, une mode, etc. Mais comme c'est devenu une forme de mode, en tout cas, ça a été interprété un peu comme une mode souvent. Bah, il y a eu, comme les modes, ça passe, hein. À un moment donné, les gens, ça les intéresse plus. Ça les intéresse quand c'est nouveau, puis après, une fois que c'est plus nouveau, ça les intéresse plus. Mm. Et puis surtout, du coup, il y a eu aussi beaucoup de rabâchage. Il y a toujours beaucoup de rabâchage, effectivement, sur les besoins environnementaux, tout ça. Donc, je pense que les gens ont une sorte de ras-le-bol, voire d'angoisse par rapport à ça. Donc, il y a une sorte de Résignation, en fait. stratégie. Ouais. Comment? Une sorte de résignation. Voilà, de résignation, de stratégie de fuite, de politique de l'autruche, de dire, bon, de toute façon, c'est trop tard, on peut rien faire, donc ça sert plus à rien de faire quoi que ce soit. Donc, du coup, on fait un peu machine arrière. Et il y a aussi qu'il y a, au niveau mondial, au niveau sociétal, je pense qu'il y a des situations qui sont passées, notamment bah, depuis le Covid, mais pas seulement, avec les guerres, etc., qui se passent, qui fait et l'inflation, qui fait que maintenant, la plupart des gens, et moi compris, sont obligés d'aller à l'essentiel, à l'économique, et se rabattre sur l'essentiel, sur ce qui est vital là tout de suite. Et Oui, tout ce oui. qui sont ces projets-là semblent des choses utopistes ou en tout cas qui ne sont pas aidés, où il n'y a pas forcément les aides Ouais. derrière, les volontés de mettre ça en avant, et puis aussi parce que ça fait une concurrence aussi. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Je pense qu'aujourd'hui, la situation géopolitique, économique mondiale fait que les gens ont envie
de plus en plus de se rabattre sur le vital, plus en mode survie. C'est difficile de s'occuper de demain quand on a du mal à vivre aujourd'hui, en fait. Je pense que c'est ça Oui, qui se passe au niveau mondial, de plus en oui, plus. oui. Donc Mais bon, voilà, en mais tout il cas, ne faut pas lâcher. ouais, c'est ça. Et puis il y a une histoire de coût aussi un peu quand même parce que Oui, moi je le vois justement parce que moi je me suis positionnée là-dedans dans le durable, enfin voilà, le responsable. Mais il y a quand même des histoires. Enfin, c'est souvent quand même plus onéreux. Alors pas quand on est dans le réemploi par exemple. C'est ouais. sûr que ça bloque pas mal. Mais sinon, même tout ce qui est maintenant rénovation énergétique et compagnie, il n'y a plus d'aide. Enfin voilà, c'est un peu Bah, complexe, oui, quoi. et puis les gens, enfin moi je suis confronté à ce problème-là aussi en tant qu'indépendant, je fais des meubles sur mesure et quand on me demande un meuble sur mesure ou même quand je fais des créations que j'essaye de vendre derrière, bah, en fait le coût est tout de suite très élevé comparé à un meuble que tu vas trouver dans la grande distribution. Donc les gens ils veulent un meuble sur mesure mais ils veulent le payer au même prix que le meuble Ikea quasiment, ou un peu plus cher mais ça n'entend pas à ce que il y ait autant de différence. Et effectivement c'est un petit peu la problématique, c'est que la majorité des gens n'ont pas les moyens de se payer, de manger bio et de se payer des meubles éco-responsables, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu bobo du bio, hein, le bobo bio, le bio bobo, qui fait que c'est une certaine partie de la population qui peut se permettre d'acheter des choses écologiques respectueuses. Mais la problématique, c'est que le bio ne devrait pas être plus cher que l'industriel ou que le toxique, on va dire. Il y a toute une remise en question du fonctionnement de la société où ça ne devrait pas coûter plus cher de respecter l'environnement. Et c'est là qu'est le problème. Et moi aussi, je suis confronté à ça. Quand je fais des meubles, bah, là, j'achète du bois, j'achète des planches en chêne. J'ai pas forcément de scierie à côté parce que je suis pas dans une région qui, par exemple, qui cultive où il y a beaucoup de chênes, à part les petits chênes verts. Mais donc, du coup, je l'achète soit des grossistes ou la grande distribution. Après, par exemple, une grande distribution, ils fournissent des planches FSC, hein, comme je disais, je dirais, chez Leroy Merlin, par exemple. Mais oui, après, à notre niveau, c'est difficile d'être respectueux totalement et d'avoir un impact surtout, à moins d'effectivement travailler dans des grandes entreprises ou pour des projets importants, etc., ou des grandes agences. Donc ouais, et je suis d'accord que on a l'impression d'un retour en arrière. Après, voilà, c'est comment on peut œuvrer. C'est pour ça que moi, je suis dans une démarche de revenir un peu au local. J'ai été designer de des grandes entreprises, comme je disais, dans la grande distribution. Et là, je suis vraiment dans une démarche qui est cohérente avec un peu mon mode de vie, mon système de consommation, c'est-à-dire de revenir à du local et faire des petites choses localement. Donc, je suis passé de l'industriel à l'artisanat, on va dire. J'ai, j'ai pas fait carrière dans le design industriel parce que j'étais déjà un peu en désaccord avec le principe même de l'industrie, même si toutes les industries sont pas forcément mauvaises ou toxiques, mais en tout cas, je sentais plus l'élan de faire des choses plus locales et plus artisanales en petite série pour avoir justement un meilleur impact. Mais ça a un coût, effectivement, quoi. Et moi, je m'étais renseignée sur le réemploi justement parce que c'est un peu, enfin, pour moi, c'est un peu la solution. Comme on disait, l'économie bleue, c'est ce qu'il faut. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense qu'il doit être développé. Mais il n'y Mm. a pas encore. Alors, il y a quelques. Je sais qu'à l'ODEV, il y a une structure qui récupère. Il y a le Mass Réemploi à Montpellier. Enfin, il commence à y avoir des structures, mais c'est très fragile. Enfin, c'est très réduit pour le moment. Donc, Oui, il y oui. a tout. Ouais. Ah, s'il y avait une vraie volonté politique de développer l'économie bleue, je pense que ça serait gagnant-gagnant pour plein de monde, sauf pour les industries qui ont le monopole et qui ne sont pas intéressées par ça. Donc voilà, il y a une sorte aussi de chape qui empêche ce changement aussi, parce que ce changement-là, il fait peur à ceux qui tiennent les ficelles jusqu'à maintenant, pour l'instant. Donc, c'est ça aussi. Le problème, il n'y a pas une vraie grosse volonté de changer, alors que l'économie bleue, c'est quelque chose qui pourrait être gagnant-gagnant vraiment tant pour les entreprises, pour les utilisateurs, pour l'environnement et pour les gouvernements même. Donc, c'est pour ça que j'en parle, même c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, c'est la petite part du colibri, j'ai envie de dire, mais c'est bien au moins de connaître, de savoir que ça existe.
et puis de voir comment, ouais, que c'est juste des questions à se poser, des interrogations qui peuvent émerger vers parfois des remises en question, des évolutions. Donc voilà. En tout cas, merci pour ton intérêt pour ces valeurs-là et pour déjà enfin, pour cette conférence pour tout ça. Et j'espère que toi, tu vas pouvoir, dans ton activité aussi, trouver des solutions qui vont dans ce sens-là autant que possible. Après, Bah, on fait au mieux possible. j'essaye, en tout cas, j'essaye, on verra comment ça Mm. évolue, mais ouais. Bon, faut que j'y Ok. aille parce que j'ai mes enfants qui sont rentrés là, et Ok, je ça commence à avoir marche. Bah, merci de ton intérêt, merci de ton écoute. j'essaierai Et puis, peut-être de bah, au venir le plaisir de, 22, mais ouais, ouais, si tu peux venir le 30 à mais je suis Créaline, pas encore sûre et des au plaisir de collaborer peut-être un jour si tu as besoin de faire des meubles du coup, OK. enfin, sur mesure, voilà, n'hésite pas. OK. Ben, merci Ok, beaucoup, bonne ça soirée. marche. Merci à toi. Au Et revoir. Elina, je t'ai pas entendu. Je sais pas si tu veux participer. Merci Aurélie. Alina, si tu veux dire un Oui, mot. pardon. Oui, pardon. Oui, j'ai écouté ce que vous avez dit. Non, je suis tout à fait d'avis avec vous. Et non, je dirais que, enfin, on repart sur la consommation. Mais je trouve que par rapport à la demande, euh, enfin, en fait, je trouve que les gens veulent tout vite et pas cher, quoi. Hmm, Alors que, alors que ce qui devrait être bon pour, enfin, écologiquement parlant, devrait pas être considéré comme cher, mais ça reprend ce que vous disiez tout à l'heure. hmm. Mais oui. Ok. Bon. Voilà. Là, ouais, voilà, on est en phase là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Hmm. Voilà. Et Mais bah, après, oui, oui, vas-y. non, pardon. Allez-y. Vas-y, Non, non, pardon. vas-y, Non, vas-y. non, non, et je trouvais aussi de, euh, la phase de conférence sur les matériaux, le mycélium, etc. Je trouvais ça très intéressant. Bon, je parle encore de projets de mes copines, mais c'est vrai que c'est aussi en phase là-dessus, quoi. J'ai une copine qui travaillait sur un projet. Elle faisait des études enfin, elle faisait des études de design comme moi et elle travaillait sur le mycélium. Ok. Et elle, ce qui l'intéressait, c'est de prendre le matériau du mycélium comme un filtre euh, Hmm. pour l'eau de pluie et qui Ok. permettrait de filtrer tout ce qui est microplastique, etc. Et son projet n'a pas abouti, mais elle fait des recherches là-dessus et je trouve ça intéressant et c'est en phase avec la conférence d'aujourd'hui. Ah ouais, bah super. Donc voilà, c'est Ah assez ouais, c'est très intéressant. intéressant. Hmm, Voilà. carrément. Bah oui, c'est passionnant de voir tous ces matériaux, ça donne plein d'idées d'applications et Oui, c'est effectivement, ça. c'est assez fascinant de voir que là, c'est vraiment une collaboration avec la nature parce qu'on utilise des matériaux vivants, quand on laisse vivre le matériau et, Exactement. euh, et on découvre plein de choses et en fait, c'est une source abondante en fait parce que le champignon, il ne cesse de croître si on le nourrit, donc c'est Mhm, vraiment intéressant. Effectivement, il peut y avoir plein d'applications différentes et sous forme de filtres aussi. Je savais pas qu'on pouvait en faire des filtres, mais ça me paraît logique hein, en fait, mhm. effectivement. Donc c'est super intéressant. J'espère qu'elle va pouvoir continuer là-dessus, ces projets, ces recherches. Mais moi qui ai travaillé aussi dans la filtration de l'eau, le système de purification écologique de l'eau pour l'habitat, notamment pendant une période. Bah, ça m'intéresse beaucoup tout ce qui est filtration, purification de l'eau. Donc que le mycélium puisse servir à ça, c'est super intéressant. Même peut-être pour dépolluer peut-être des eaux, des rivières ou autres, peut-être que ça peut servir aussi, je ne sais pas. En tout cas, Oui, voilà, voilà, c'est ça donne ça. plein d'idées. Donc merci pour ce partage, ouais, super. Alors, en Mais tout oui, cas, voilà. la conférence, elle est enregistrée, donc après, je vais les mettre sur YouTube, je pense. Et puis, si ça t'intéresse, je peux t'envoyer le lien. Comme ça, si tu es toujours en contact avec ta copine, tu pourras lui partager. Oui, Donc, carrément.
Voilà. Mais en tout cas, oui, bah, je l'encourage vraiment à avancer là-dessus parce que c'est vraiment passionnant. Il y a vraiment un besoin. Et puis, toi, je t'encourage aussi. Enfin, je te souhaite le meilleur pour la suite et pour tes projets ton parcours professionnel. Merci, Ouais. merci à toi aussi. Et voilà, c'est bien que juste en sortant de tes études, tu sois plongé là-dedans avec cette ouverture d'esprit, ces valeurs. Donc, c'est bien. Le monde a besoin de gens comme toi. Donc, super. C'est gentil. Donc, je te remercie pour en tout cas ton intérêt pour les trois conférences. Et puis, bah, écoute, au plaisir et bonne continuation pour la suite. Ben, merci à toi d'avoir présenté tous ces sujets très intéressants et d'avoir donné du temps aussi, surtout. Hmm. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée à toi, Lina. Bonne soirée. Allez, ciao. Salut.